Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle table ronde Channel News. Nous allons parler aujourd'hui des hyperscalers. Et tout de suite, je vous présente mon plateau. Je suis avec Tristan Monroe de Metanext. Bonjour Tristan. Bonjour Johan. Thomas Leblanc de Selensa. Bonjour Yann. Bonjour. Et Yann Gabriel de ITS Integra. Bonjour. Alors, premier sujet aujourd'hui, travailler avec les hyperscalers entre promesses de croissance et complexité relationnelle. Vaste débat. On va identifier les modèles de partenariat qui fonctionnent et les zones de tension, les leviers de différenciation et les impacts concrets sur les entreprises du numérique. Alors, on va peut-être faire un tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Commençons par vous, Tristan. Alors, je dirige Metanext, qui est un acteur spécialisé dans le cloud, qui est agnostique, donc qui a la particularité d'avoir des partenariats avec les principaux acteurs hyperscalers, donc du cloud public, et aussi des acteurs technologiques du cloud privé. Les principaux acteurs, les trois? Alors, les trois, tout à fait. AWS, Azure et GCP. Très bien. À vous, Yann. Donc, Yann Gabriel, ITS Integra, je suis le directeur Alliance et Marketing. Nous sommes un MSSP français et nous travaillons également sur les problématiques de cloud public et de cloud privé, bien entendu. Vous êtes un métier d'hébergeur oui, aussi. Au départ, on vient de l'hébergement, tout à fait, et de l'infogérance. Et en l'occurrence, nous, on est un peu moins sur les trois que mon voisin Tristan, mais on est plutôt sur Azure et si on peut les inclure jusqu'à un certain point, du moins OVH Cloud et Outscale également. Très bien. Alors, Selensa, vous êtes un pure player Microsoft. Tout à fait. Donc moi, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général et je suis le cofondateur de Selensa. Et Selensa, c'est un cabinet de conseil et de réalisation IT qui travaille avec ses clients dès lors que ses clients envisagent le cloud de Microsoft comme un vecteur de transformation de leur organisation, leur ligne business et de leur infrastructure. Très bien. Alors, on va commencer par une question finalement qui va être générale, mais qu'est-ce qui vous a conduit à structurer un partenariat avec un ou plusieurs hyperscalers? Qui veut commencer? Si vous voulez. Alors, Yann. C'est très simple, parce que nos clients y vont. Ouais. Au départ, c'est ça quand même. On peut se poser la question, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Le fait est, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà quelques années quand même, c'est que de toute manière, il y a un vrai move to cloud de la part de nos clients. Donc, soit on les accompagne et on les suit dans ce mouvement-là, soit on les laisse et on perd du business. D'accord. Alors, je peux confirmer, effectivement, le marché, il y a évidemment, c'est un raz-de-marée vers le cloud, qu'il soit public ou privé, beaucoup vers les hyperscalers américains. Donc, je pense qu'aujourd'hui, 99% du CAC 40 dispose de solutions de cloud public. Donc, si aujourd'hui on veut réaliser des services autour du cloud, autour d'un hyperscaler, on a l'obligation d'avoir un partenariat de haut niveau. Sinon, on ne peut simplement pas jouer sur ce terrain-là. Et de notre côté, nous, on a démarré nos activités avant le lancement du cloud par l'intermédiaire de Microsoft en France. Et on avait déjà un partenariat établi avec Microsoft avant que Microsoft se lance dans le cloud. Et on a eu beaucoup de chance, puisqu'aujourd'hui, on est très fiers d'avoir maintenu ce partenariat exclusif avec Microsoft. Et donc, on a démarré nos activités il y a maintenant un peu plus de 12 ans sur le cloud de Microsoft, sur Azure. Et aujourd'hui, c'est une conviction pleine et totale dans notre entreprise que cet hyperscaler est aujourd'hui le plus pertinent sur le marché. Très bien. Alors nous sommes également avec William Sadi de SCC. Est-ce que vous nous entendez, William? Je vous entends bien, et vous? Parfait. Ça y est, on vous voit. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qu'est-ce qui vous a conduit à travailler avec les hyperscalers? Oui, très bien. Moi, je suis CTO de la division Enterprise Solutions chez SCC. SCC qui est revendeur, intégrateur de solutions et de services IT, deuxième ESN de France.
Et de notre côté, je vais rejoindre un petit peu mes confrères. Hein, c'est tout simplement, en effet, parce que les clients le demandent. Et ce pour les 3 hyperscalers. Aujourd'hui, en fait, on a une approche très pragmatique de ce sujet pour nos clients. Les clients s'interrogent sur quel choix faire au niveau du provider et quel type de service prendre chez eux. Et ce pour les hyperscalers ou aussi pour des acteurs souverains. Et en tant que revendeur agnostique, on se doit en fait d'avoir ça à notre portfolio et surtout de pouvoir proposer de la valeur et pas uniquement de la revente, vraiment pouvoir aiguiller nos clients, les aider à architecturer, les aider à faire le bon choix, que ce soit en termes de programme ou en termes de technologie. Très bien. Alors, la question qu'on va se poser, hein, c'est quels sont les bénéfices concrets à travailler avec ces acteurs commerciaux et technologiques, et sur quel modèle de collaboration il est possible de travailler. Hein, alors, influence, revente, co-innovation, enfin voilà, j'en passe. Ces acteurs sont quand même connus pour avoir des modèles de collaboration assez complexes. Voilà, le but de la conversation, c'est d'essayer d'expliquer voilà, comment s'y prendre, par quel bout commencer. Qui veut... je vais, si vous voulez, je vais démarrer. Le partenariat avec Microsoft, il est ultra pertinent dès lors qu'on s'y investit pleinement. Le partenariat avec Microsoft, c'est quelque chose qui coûte cher. Parce que qui dit partenariat dit, je le vois sur 3 volets, un partenariat technologique, un partenariat commercial et un partenariat marketing. La première chose, c'est d'investir massivement sur la formation et la certification de nos collaborateurs et sur tous les programmes de spécialisation, ce qui s'appelle spécialisation de Microsoft. Chez Microsoft, c'est faire identifier votre entreprise comme un spécialiste, un expert sur une des technologies du cloud de Microsoft. Ensuite, c'est un partenariat avec commercial, parce qu'il faut réussir à aligner ses équipes business, ses équipes sales, avec celles de Microsoft. C'est parfois complexe, c'est des histoires d'hommes, parce que tout le monde ne s'entend pas. Il faut comprendre les programmes, et il faut pouvoir aligner ses équipes dans un esprit one team avec les équipes de sales de Microsoft, qui ont pour habitude de changer et d'évoluer plus rapidement que des équipes d'une petite entreprise comme nous. Et ensuite, c'est un partenariat marketing, parce que pour être un expert, en tout cas, je prêche ma paroisse, mais pour être un expert et être exclusif dans cet écosystème, il faut savoir prendre la parole et il faut savoir se différencier et donc trouver les bons sujets à adresser et montrer toute la valeur qu'on peut apporter auprès de ses clients. Donc c'est un partenariat qui est payant dès lors qu'on s'y investit et qu'on s'y investit massivement. Aujourd'hui, nous, chez Selensa, on va réaliser cette année environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et on influence plus de 80 millions d'euros de ce qu'on appelle d'ACR, de consommation Azure chez nos clients. Donc Microsoft s'y retrouve pleinement. Nous aussi, puisque aujourd'hui on fait 100% de notre chiffre d'affaires sur le cloud de Microsoft, et c'est 30 millions de services aujourd'hui, parce que nous on a choisi un modèle où on ne revend pas le cloud de Microsoft. On ne vendait pas, c'est ça. On commence à le faire. On vient de commencer à le faire. Vous nous expliquerez pourquoi. Je vous expliquerai. Yann. Ah, pardon, excusez-moi, Tristan, vous vouliez prendre la parole ? Moi, je voulais simplement, effectivement, confirmer ce modèle qu'a décrit Thomas, qui est le même pour... évidemment, chacun a ses spécificités, mais la philosophie est toujours la même. Il y a une dimension technologique, il faut avoir les bons experts qui ont les bons niveaux de certification. Donc, il y a un ticket d'entrée qui est élevé sur chacune des technologies. Ensuite, il faut effectivement que les commerciaux connaissent et sachent aller chercher les clients. Et troisièmement, effectivement, la dimension marketing est essentielle. Donc tout ça, c'est à la fois un investissement et qui a un retour sur investissement qui peut être assez long. Nous, à la différence de Selensa, effectivement, on ne va pas jouer tous les plays comme on appelle dans notre jargon, de Microsoft, mais on va attaquer chacun des cloud providers sur une spécialité où on va être plus pertinent. Exemple, la migration de workload VMware dans le monde du cloud public. Il se trouve qu'on est un partenaire fort VMware également, donc c'est naturel qu'on soit très spécialisé. Et là, vous le jouez avec Microsoft, ça ? Avec Microsoft et avec VMware, d'ailleurs. Il y a des accords technologiques avec également les autres acteurs que sont GCP et AWS. Très bien. Yann ?
Écoutez, c'est un peu le cœur du débat de toute manière. Hein. C'est le niveau d'investissement que chaque entreprise... Et avec quel bénéfice, hein. Exactement. Ouais. Donc je pense alors Thomas a tout à fait raison. Hein. Si vous voulez faire du all-in et on tire un maximum de bénéfices, de toute manière, il faut mettre aussi un billet sur la table, hein, même plusieurs. Ça, c'est sûr. Après, il y a la possibilité aussi, pour rassurer un peu les acteurs peut-être un peu moins capables de sortir un investissement de la sorte, il y a quand même un terrain de jeu aussi un peu plus large à partir du moment où on n'est pas forcément obligé non plus d'aller totalement dans toutes les spécialisations et de jouer tous les plays, comme disait Tristan. Hein, on peut choisir son cheval de combat en quelque sorte. Ça devient assez... Enfin, il faut s'en rendre compte. Et là, on parlait beaucoup de Microsoft Azure parce que je suis totalement d'accord avec Thomas. Ça reste le plus pertinent, du moins sur la cible client qu'on a nous. Maintenant, faire l'investissement sur les trois, c'est dur. Oui. Et surtout pour avoir à peu près le même niveau de service qu'on peut garantir aux clients derrière. Donc ça, c'est... Oui, mais on voit déjà qu'il y en a un qui est plus tourné vers les partenaires que les deux autres, quoi. Oui. Ouais, c'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Et de toute façon, on a un mercato puissant dans ces entreprises où on retrouve des anciens... d'un hyperscaler 1 vers l'hyperscaler 2 et d'hyperscaler 2 vers l'hyperscaler 3. On va demander son avis à William d'abord. William ? Oui. Alors, sur ce sujet, les bénéfices concrets, les modèles de collaboration. Hein. Oui. Sur ces sujets-là, en effet, le point clé, c'est vraiment l'investissement que ça demande, même en termes d'organisation, pour même un acteur spécialisé dans l'IT. Typiquement, le choix qu'un SCC a fait au fil des années, c'est d'investir sur des équipes dédiées, que ce soit pour séparer les programmes techniques des programmes commerciaux. Comprendre tout ça est une mécanique complexe. C'est souvent en fait les échanges qu'on va avoir avec ces partenaires-là en fait sur la compréhension déjà de leur programme et de leur portfolio. Sur le portfolio, en effet, là aussi je rejoins ce qui a été dit. Il y a un choix de bataille à faire. Ce choix de bataille, il n'y a pas d'invention majeure. C'est en fait on va suivre les tendances marché, on va suivre les attentes de nos clients. Pour autant, là où on trouve, nous, que le marché se complexifie et où on a augmenté notre investissement sur les 2-3 dernières années, c'est que l'exigence de nos clients est devenue beaucoup plus vaste. C'est que le choix d'arbitrage et le choix de ciblage des solutions devient plus touchy parce qu'on a une diversité de clients qui fait que une bonne partie du portfolio de ces providers-là, qui est très vaste, peut être amené à être adressé. Et il faut qu'on ait du répondant puisque ce que le partenaire attend... en face, c'est vraiment justement ça, cette valeur auprès de son intégrateur. Donc on se doit d'avoir du répondant là-dessus, donc investissement et retour sur investissement, sur le volume et sur des projets qui montent en complexité. Ok. Alors, on va peut-être parler quand même, on a vu les bénéfices. Maintenant, quelles sont les limites ou les difficultés qu'on peut rencontrer quand on travaille avec ces grands acteurs? Alors, vous êtes des grandes entreprises à votre échelle, mais par rapport à ces gens-là, vous êtes minuscules. Et est-ce que ces programmes sont compréhensibles? On l'a dit, c'est complexe, mais est-ce qu'on peut parler d'opacité? Je l'ai souvent entendu ce terme. Comment sont les rétributions? Et puis, finalement, est-ce que ces acteurs ne vous font pas de l'ombre, tout simplement, n'ont pas tendance à vous avaler, quoi, tout simplement. Donc, qui veut prendre la parole? Je veux bien commencer. Effectivement, d'une année sur l'autre, les programmes évoluent, changent de manière assez fondamentale. Notamment, il y a quelques années, on était rétribué sur la fameuse consommation du cloud, ce qui a quasiment totalement disparu. Donc ça a permis en fait de participer à l'investissement des sociétés que nous sommes pour se lancer dans ces partenariats. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il y a un écosystème relativement établi, l'investissement, je pense que les hyperscalers considèrent qu'il a été fait et donc la rétribution est bien moindre. Et donc ça, on l'apprend d'une année sur l'autre. Même les équipes locales ne le savent pas. Donc ça, les règles du jeu changent chaque année, ça c'est certain, et sont imposées de manière directe et sans négociation possible. Mais il y a toujours mondial. Mais il y a toujours une nouvelle voie, il y a toujours moyen de s'adapter. Après, l'intérêt de ces hyperscalers, c'est d'avoir des partenaires. Ils savent, fondamentalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hyperscalers sont rémunérés sur la consommation qu'ils ont de leur cloud et la consommation ne fonctionne que si la solution est bien mise en œuvre. Donc, ils ont intérêt à avoir des partenaires qui savent très bien mettre en œuvre ces solutions pour qu'il y ait la consommation derrière.
C'est d'ailleurs assez différent du monde de l'édition logicielle classique, où finalement, quand on vendait un logiciel avant, il était installé, et puis après, une fois, tout le monde l'éditeur encaissait chèque, sa vente, mais peu importe si ça marchait. Ouais. Je schématise un peu évidemment, puisque il fallait que ça fonctionne un peu. Sinon, plus exactement, peu importe si c'était utilisé. Voilà. Ok. Je ne sais pas ce qu'en pensera Tristan et Yann, mais hyperscaler aussi, parce que justement cette rapidité d'exécution, lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, avec des partenaires partout, une omniprésence internationale, et ils ont un objectif qui est de scaler le plus rapidement possible. Pour ça, ils ont un tissu de partenariat. Aujourd'hui, moi, je pense que le partenariat et la maturité des produits fait qu'on était passé de 2012... On était passé de 2500 partenaires Microsoft à peu près à plus de 10 000 partenaires en France. Et aujourd'hui, ça fait le mouvement inverse. Ils font un mouvement, ce qu'ils appellent fewer, deeper. C'est-à-dire qu'ils laissent moins la place à des partenariats opportunistes. Ils capitalisent sur des partenariats pérennes. C'est-à-dire avec un vrai esprit one team, avec un partage d'une stratégie sur des comptes, avec un partage sur en effet, d'activités en co-sell. Voilà. Je pense aujourd'hui que se lancer dans un partenariat opportuniste avec un cloud provider, faut s'y prendre très tôt et je pense que la rentabilité cet investissement est complexe. Si on se lance dans un partenariat qui est plus pérenne, avec vraiment en y mettant des moyens, et si on se fait sa place, on a vraiment des choses à faire valoir. Après, je pense aussi qu'il y a des nouveaux relais chez les hyperscalers. Les hyperscalers ont près d'eux, dans leur écosystème, des revendeurs. Et je pense que ces revendeurs sont aussi des entreprises qui ont une certaine taille maintenant. Nous avons une personne présente aujourd'hui qui fait partie des SCC, qui est un gros revendeur en France. Et il y en a d'autres. Et ces entreprises et ces multinationales, il vient d'y avoir un rapprochement entre deux de ces acteurs majeurs, Crayon et Software. Ces entreprises-là, je pense qu'il y a une attente forte de la part des hyperscalers de récupérer cet écosystème de partenaires qui n'est pas forcément des partenaires ultra stratégiques, mais de pouvoir les emmener un petit peu et pouvoir récupérer la substantifique moelle de ce que ces partenaires et ce niveau de partenariat peut apporter à l'écosystème. Récupérer, c'est-à-dire les avaler Non, ça veut dire travailler avec eux et animer ce partenariat. Oui, on sent que là, ça bouge en ce moment de ce côté-là. Yann? J'ai envie de dire un peu de manière provocatrice que nous, on s'adapte de toute manière à la façon comment les gros hyperscalers veulent nous utiliser, tout simplement. Donc, il peut y avoir des changements assez radicaux quand même d'une année à l'autre. C'est assez intéressant quand on regarde il y a quelques années encore, on va dire les trois gros, ils avaient que le full cloud comme terme dans la bouche. Donc, c'est-à-dire, c'est move to cloud massif pour l'ensemble des clients, tous les workloads dans le cloud public et ainsi de suite. Finalement, il y a la réalité des terrains d'ailleurs, donc il y a des clients qui ont fait ce mouvement-là, qui sont revenus en partie du moins. Je ne me fais pas de soucis pour les hyperscalers, la croissance continue, il n'y a pas de problème, mais c'est peut-être un peu moins du plus 100% chaque année, comme c'était le cas à une époque. Donc finalement, le fait qu'il y ait eu de la déception aussi de la part de certains clients qui ont peut-être fait des move to cloud un peu poussés par la hype autour de cette trajectoire-là et qui se sont rendus compte que finalement, ils ont poussé des workloads et des applications dans le cloud qui n'étaient peut-être pas spécialement adaptées pour ça et qui se retrouvent avec une facture qui est potentiellement assez conséquente. Ouais. Et surtout plus conséquente que ce qu'ils payaient auparavant en mode cloud privé ou autre, quoi. Donc finalement, quand on regarde sur les 2 dernières années, le discours a un peu changé côté hyperscaler aussi. Il y a un peu moins de full cloud, il y a un peu plus d'ouverture vers une hybridation. Voilà. Et ils font effectivement les partenariats chaque année pour accompagner cette stratégie-là. Et encore une fois, ça peut changer tous les ans. Donc c'est quand même assez rapproché dans notre métier, quoi. William, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Je pense que ces acteurs majeurs, il y a plusieurs aspects. Je pense que ces acteurs majeurs, déjà, ils se mènent une guerre féroce entre eux, qui les accapare quand même beaucoup, parce qu'on est un peu sur un choc des titans en termes de
de part de marché, d'innovation, d'investissement en R&D et d'occupation du terrain. Et c'est là en fait que développer ces programmes partenaires et le besoin des partenaires, en fait, il est prépondérant, je pense même plus que ce qu'on a pu connaître il y a quelques années pour ces hyperscalers-là. En effet, un acteur comme SCC, la vertu qu'il peut avoir pour des hyperscalers, déjà, c'est tout simplement d'occuper le terrain. C'est quelque chose qu'on a une tendance des fois à galvauder et qu'on oublie, mais au-delà même en fait de la valeur technique, de l'expertise, il y a tout simplement le fait d'être présent dans toutes les régions, pour la France en l'occurrence, d'être présent dans toutes les régions, d'avoir un contact de proximité avec les clients, d'être capable de les accompagner, de les guider, de les convaincre, d'évangéliser, chose que même un hyperscaler, s'il voulait faire, représenterait en fait un investissement absolument titanesque et pourrait avoir en face de lui en fait une réaction des clients qui serait de dire oui mais j'ai pas un discours neutre puisque je suis directement face à l'interlocuteur provider qui lui va me dire que sa solution est la meilleure du monde. Donc en fait aujourd'hui notre rôle il est vraiment justement d'avoir cette forme de neutralité, d'avoir cet accompagnement de proximité. C'est pour ça qu'on maintient nous des agences en région un peu partout parce que aujourd'hui on reste convaincu que dans ce monde qui s'accélère de plus en plus, on a besoin de maintenir plus que jamais en fait ce contact client, ce contact humain, parce que finalement c'est la confiance à la fin qui permet quand même de transformer un deal. Donc je pense que c'est un des faits majeurs du besoin de partenariat pour ces hyperscalers se situe là. Et puis après il y a une réalité qui a été dite par mes confrères, qui est que on parle de solutions complexes, on parle d'assemblage complexe. Il n'y a pas une solution aujourd'hui à souscrire clé en main. La plupart du temps, c'est une composition basée sur des cas d'usage. Et tout notre travail, il va être d'analyser le cas d'usage de notre client, de le conseiller, d'architecturer et de l'orienter vers la meilleure solution. Et ça se passe des fois mono-provider, des fois multi-provider. Donc notre rôle, en fait, il est vraiment dans ce rôle d'intermédiaire. Et je pense que tout le monde s'y retrouve dans ce sens-là. À mon sens, ça va continuer de s'accélérer, encore une fois, parce que la concurrence entre hyperscalers, elle est quand même farouche. Et alors, si on revient sur les limites et les difficultés que vous pouvez rencontrer, est-ce que vous avez des difficultés que vous pouvez partager ? Dans les difficultés, il va y avoir tout simplement le fait de faire. Alors, ça va dépendre de l'hyperscaler. Ils vont pas tous être pareils. C'est une question de culture d'entreprise. Parfois, les hyperscalers vont avoir en fait ils vont un peu plus challenger leurs partenaires sur la valeur qu'ils vont apporter sur un dossier. Donc ça peut être parfois. Alors est-ce que c'est de l'ego mal placé ? Est-ce que c'est dû à leur ampleur et aux challenges qui sont les leurs ? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous, notre difficulté, elle va être de systématiquement être sur le qui-vive pour montrer qu'on fait de l'investissement en termes de people et en termes d'expertise et en termes de certification. Challenger, c'est-à-dire que vous êtes en compétition sur un deal, qui vont vous apporter, vous êtes plusieurs et il va falloir faire la différence. Ça peut être ça peut être aussi sur de la co-réponse dans lequel on va être avec un hyperscaler et que ils ont une tendance par sécurité à vouloir conserver par exemple tous les éléments et les UO à valeur sur certains marchés, encore une fois par excès de sécurité ou par crainte que leur nom soit remis en cause si le partenaire ne va pas assurer suffisamment, par exemple sur de l'expertise technique. Donc nous, notre défi au quotidien, c'est vraiment de maintenir le plus haut niveau possible de compétences et de pouvoir tout simplement le démontrer à notre partenaire hyperscaler. Ça, c'est le vrai défi qu'on a. Et dernier point, je pense que je serai rejoint par les autres personnes, c'est les programmes de certification sont complexes. Ils sont complexes, ils demandent des investissements plus que conséquents, avec une multitude de spécialisations à avoir. Et tout ça, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et c'est un vrai défi pour nous pour continuer à être compétitifs. Ok. Alors, bien vous disiez, Thomas, que vous avez longtemps refusé de revendre le cloud de Microsoft pour ne pas endosser la responsabilité juridique en cas de problème. Mais c'est en train de changer. Qu'est-ce qui change ? Alors, ce qui change, c'est... Il y a beaucoup de choses qui changent. La première raison, c'est que nous, on a fait partie de ce qu'on appelle des early adopters. On est monté sur... Nous, on a décidé de faire On a décidé de nous focaliser sur une toute petite partie du cloud lorsque le cloud de Microsoft a été lancé en France. Et on a décidé de ne faire que ce qu'on appelle du PaaS de la plateforme. C'était là où il y avait le moins d'acteurs. C'était d'ailleurs pas forcément ce volet-là qui était le plus rémunérateur pour Microsoft. Et c'est une des difficultés qu'on rencontre, par exemple. Moi, une des difficultés que j'aime exprimer, c'est
c'est qu'on travaille avec un éditeur, mais on travaille aussi avec des équipes chez l'éditeur qui ont des modes de rémunération qui parfois sont complexes à comprendre et tout le monde n'a pas tire pas les mêmes bénéfices d'une vente chez Microsoft. Et c'est parfois compliqué. Je vous donne un exemple concret. Oui. Moi, ça fait 8 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle. Lorsque les sales de Microsoft ont découvert il y a 3 ou 4 ans ce que rapportait un applicatif déployé massivement et qui apportait satisfaction, et ben la satisfaction elle était présente chez le client, elle était présente chez nous, mais chez l'équipe de compte, elle n'était pas forcément présente parce que la rémunération et la consommation cloud sur cet applicatif étaient loin d'être satisfaisantes pour l'équipe de compte. D'accord. Là, vous parlez d'applications IA. Tout à fait. Alors ça a changé effectivement parce que apparemment maintenant tout est orienté IA chez Microsoft. Alors tout est orienté IA et puis à l'époque, je vous parle de ça, c'était il y a 7 ou 8 ans, en fait on déployait massivement des applicatifs IA dans un cloud qui était Microsoft, enfin qui était Azure. Aujourd'hui, Microsoft met à disposition des services d'IA directement dans toutes ces technologies. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Non, nous, on a décidé de commencer à nous positionner sur de la revente. Déjà, parce que quasiment tous nos clients sont montés en compétences et aujourd'hui, le maintien en conditions opérationnelles, la gestion d'un tenant n'est plus du tout la même chez le client qu'auparavant. C'est-à-dire que nous, on est monté en compétences aussi, mais les clients également, et qu'ils sont maintenant bien mieux formés, et on a des difficultés qui sont tout autres, premièrement. Deuxièmement, on a réussi maintenant à packager des offres qui prennent tout leur sens lorsqu'on revend un produit logiciel avec son cloud. Par ailleurs... Alors, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que je vends un service packagé dans lequel il y a une offre et le coût du cloud associé, en fait. D'accord. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui savent, ce qu'on appelle des MSP, qui sont en capacité de maintenir, de faire évoluer des applicatifs très orienté IA et data. Et on a cette compétence. De pouvoir faire ce qu'on appelle, nous, du build to run et run to build. C'est-à-dire qu'on on maintient des applicatifs en conditions opérationnelles et on essaye de les faire évoluer en tirant des KPI qui sont des KPI non seulement infrastructure, mais des KPI aussi très métiers, pour pouvoir alimenter le métier qui nous a commandé cet applicatif et pouvoir l'éclairer dans ses décisions de modification, d'évolution et autres. Mais pourquoi c'est important à ce moment-là de revendre le cloud dans ce cas-là? Alors, c'est pas important de revendre le cloud, c'est une corde de plus à notre arc et c'est une façon aussi de faire de la croissance chez nous. D'accord. Bon, voilà. Alors est-ce que vous voulez peut-être conclure, ajouter quelque chose sur cette relation donc, avec ces grands acteurs? Absolument. Alors, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Tout est question aussi de comment sont rémunérées les équipes chez l'hyperscaler. Les équipes sales notamment. Comme vous parliez tout à l'heure du fait de se marcher quelque part sur les pieds, d'avoir une concurrence sur le terrain, c'était quand même beaucoup le cas il y a quelques temps encore. Ouais. Dans le sens où, nous, on discutait avec un client, on faisait des workshops, on travaillait ses besoins au corps. Et au final, j'ai signé un accord d'entreprise avec l'hyperscaler, et il m'offre 50 000 de crédit la première année. Ce serait bien, merci, au revoir. Mais pas besoin de service. Potentiellement des services autour, mais bon, ça reste quand même peanuts entre guillemets par rapport à la consommation, aux souscriptions. Donc c'est quand même moins le cas aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu de la bouche d'un sales de Microsoft. Aujourd'hui, que ce soit du CSP, donc via un cloud provider revendeur, ou que ce soit en direct, peu importe, pour moi, c'est transparent. Donc il y a une reconnaissance de revenus. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est relativement récent. Et donc il y a une reconnaissance de revenus qui est faite, ce qui fait qu'il y a moins de barrières aussi forcément sur le terrain et qu'on arrive peut-être à travailler avec plus d'intelligence sur un compte en commun.
et apporter un peu chacun sa pierre à l'édifice, quoi. C'est forcément, quand vous avez des Microsoft ou des AWS ou autres qui arrivent avec une armée de spécialistes experts en tout genre, ça donne des paillettes dans les yeux des clients, hein, très clairement, hein, ça donne envie. Hein. Après, la finalité quand même de tout hyperscaler, c'est de maximiser la consommation, d'avoir un maximum de croissance. C'est pas forcément la finalité du client. Oui. C'est un peu ironique, c'est même plutôt bassin. Le client, lui, il a plutôt intérêt à contrôler au maximum sa consommation, de maîtriser ses coûts. On va dire qu'il y a une certaine incompatibilité. Donc, le fait de passer par des partenaires type CSP, chez Microsoft, il y a d'autres désignations pour ça chez AWS et GCP, c'est aussi, on est peut-être un peu moins focalisé sur la croissance d'un client, mais parce que le CSP, on gère 10, 15, 20, 50, peu importe. Et donc, la croissance est sur la totalité de cette base-là, quoi. Donc, ça fait peut-être un peu moins de pression aussi sur les clients finaux individuels. Tristan, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, simplement, effectivement, chaque hyperscaler a un peu sa philosophie de vente directe, indirecte. Certains, alors, on commence effectivement, nous également, à revendre, notamment de l'Azure, nous-mêmes, sur le segment SMC, qui est une volonté de Microsoft, hein, qui veut que leurs partenaires adressent directement la relation client. Donc, c'est aussi une stratégie commerciale de Microsoft. AWS est très en vente directe, GCP beaucoup plus indirect. Donc, chacun a sa stratégie aussi. Donc, nous, forcément, dans ce contexte-là, on s'adapte. Mais effectivement, les modèles sont assez divers et variés. William, un mot de conclusion sur ce chapitre? Pour moi, le mot de conclusion, il est que, en fait, on a, avec toute l'humilité, on a, en fait, je pense, dans nos rôles respectifs autour de la table, on a un rôle de garde-fou. On a un rôle de garde-fou vis-à-vis de nos clients. On est vraiment l'intermédiaire qui permet, en fait, de maintenir une vue objective, une vue lucide. On parle pas, nous, jamais de rapport de force avec nos partenaires. Pour autant, ils ont en effet leurs intérêts. C'est de tracter le marché au maximum vers eux. Nous, notre rôle vis-à-vis de nos clients, c'est justement de les aiguiller vers ce qui se fait de mieux, d'où le fait que parfois il peut y avoir sur certains dossiers quelques frictions, au-delà même du choix du provider, mais sur le choix de l'orientation qu'on va donner en fait à chaque client. Et après, en fait, nous, ce qu'on prend avec beaucoup de philosophie, c'est la table ronde est un bon exemple. Hein. Là, quand vous prenez en fait l'ensemble des sociétés qui sont autour de cette table, si on additionne en fait l'ensemble des talents cloud qui composent ces équipes-là, ça fait quand même beaucoup d'esprit brillant, ça fait beaucoup de people, ça fait une force de frappe conséquente. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont réussi à développer quand même un écosystème channel qui est quand même très conséquent et très performant, et qu'ils en ont besoin et que les clients en bénéficient de plus en plus. Très bien. Alors, on va faire une petite pause. On redémarre dans une quinzaine de minutes. On va parler des marketplaces, de ces hyperscalers, et voilà, et se demander si c'est un accélérateur de business ou finalement un facteur de désintermédiation. Et tout de suite, on va recevoir, Thomas Paquebay va recevoir Karim Azi, et surtout Stanislas Castana, architecte chez Nutanix, qui va être donc notre avis d'expert pour cette matinale. Bien, je vous remercie et à tout de suite. On se retrouve donc dans une douzaine de minutes avec le même plateau. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau de Channel News pour continuer à parler cloud. Et pour cela, nous sommes avec Stanislas Castana. Stanislas, bonjour. Bonjour. Alors Stanislas, vous êtes Advisory Nutanix, stratégie, solution architecte, chez Nutanix. Alors, je le disais, on va continuer à parler cloud avec vous. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, elle concerne forcément votre rival. On a beaucoup d'entreprises qui cherchent une porte de sortie, une alternative à VMware. Comment est-ce que vous aidez vos partenaires et vos clients finaux à, j'ai failli dire d'abord réussir, mais avant tout préparer cette migration vers un autre environnement cloud? Alors, c'est vrai que suite au rachat de Broadcom, il y a eu, et il y a encore, beaucoup d'émotions suite, on va dire, au changement de politique commerciale.
Et donc, aider à sortir un client de Broadcom, VMware, donc effectivement, on peut le faire par de l'accompagnement commercial, avec des offres pour aider à atténuer les coûts, entre guillemets, les hausses potentielles prévues. Mais c'est surtout aussi de l'accompagnement technique, parce que, en fait, Broadcom est là VMware est là depuis 20 ans. Il y a des bases établies, on sait que le produit marche bien, il y a des gens qui ont fait leur carrière sur... Oui, on ne peut pas changer de marque comme ça du jour au lendemain. Alors, on sait expliquer, c'est ce qu'on fait, hein, on accompagne, que ce soit les partenaires ou les clients, avec des workshops pour leur faire les passerelles, entre guillemets, entre on va dire le futur ancien monde et le nouveau monde sur une base Nutanix. Et ça, c'est assez facile d'expliquer que tel service ou tel logiciel chez VMware a son pendant côté Nutanix. Après, c'est un travail qui est également de conviction auprès des équipes, alors souvent techniques, parce que du point de vue des équipes financières, l'équation est assez vite résolue, hein. Quand on prend des grosses factures, du coup, on essaie de trouver une alternative, on essaie de dérisquer. On sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que là encore, il y a une base établie et beaucoup de workloads qui tournent depuis des années. Et donc, c'est des projets de migration, je dirais, qui peuvent être à grande ampleur, mais qui peuvent être à grande ampleur et fait de manière accélérée quand, effectivement, il y a des fins de contrat qui s'annoncent et qu'on sait que le renouvellement, ou le client sait que le renouvellement sera compliqué. Donc là-dessus, effectivement, nous, on accompagne les clients dans la compréhension, effectivement, de nos solutions et dans tous les scénarios pour pouvoir effectivement passer de la plateforme A à la plateforme B qui est la nôtre. Et puis, on a ces programmes d'accompagnement derrière qui vont permettre d'absorber les coûts de double run. Une migration, c'est un double run. Donc, typiquement, sur les programmes de migration VMware, on compense souvent pendant 1 an les frais de licence. Après, savoir selon les scénarios. Et puis, on est aidé par nos partenaires. Ça, c'est le plus important, c'est que on ne sait pas faire sans nos partenaires. Alors, il y a les partenaires qui vont être juste des partenaires de revente de licences. Bon, ça, c'est le quotidien. Mais un projet de migration, c'est de l'intégration et c'est du service. Et donc, on a des professional services, mais on est une petite société. On n'est ni on n'est pas un GSI, voilà. Oui, mais c'est notre activité, c'est pas de faire du service. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on s'entoure d'un réseau aujourd'hui de partenaires intégrateurs qui est spécialisé effectivement dans les migrations, qui ont les méthodologies pour. Nous, on fournit les outils. Hein. On a des outils pour migrer de VMware vers Nutanix. Hein. Ça, c'est gratuit. L'outillage, mais après, effectivement, il y a la démarche de migration qui reste une démarche classique d'assessment, d'évaluation de la cible en face, et puis après, de déplacement. Et ça, on sait le faire dans les environnements on-prem, à demeure, et on sait le faire également dans les environnements cloud, parce qu'il ne faut pas oublier que les solutions de Broadcom existent sous la forme de services managés chez les hyperscalers, VMC pour ne pas le citer, par exemple, chez AWS. Ça, c'est un vrai cas d'usage où, effectivement, les clients disent, depuis qu'à Broadcom, ils ont changé les règles, c'est un service managé, donc ils font ce qu'ils veulent. Comment on fait pour se sortir de ça? Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas réabsorber les coûts additionnels qui sont demandés. Voilà. Quand on parle de cloud, il y a effectivement la question aussi de différents écosystèmes qui nécessitent des compétences spécifiques. Comment est-ce que vous accompagnez les partenaires qui cherchent à adopter une approche justement agnostique et pas forcément liée à un écosystème en particulier? Alors ça, c'est une des particularités de Nutanix, c'est que nous, on vend des solutions hybrides multi-cloud, donc qui sont déployables chez, à demeure, mais également chez les hyperscalers. Donc que ce soit effectivement AWS historiquement, Azure qui est arrivé après, et Google qui arrive cette année en 2025. Donc effectivement, si on prend chacun des fournisseurs de cloud, quand le client fait des migrations ou une stratégie de move to cloud, souvent dans les stratégies de migration, il va y avoir du lift and shift. On peut dire ce qu'on veut, mais à la fin, c'est un déménagement de la plateforme A vers la plateforme B. Et si c'est pour réinventer la machine virtuelle de l'autre côté, avec chacune ses règles sur chacun des hyperscalers, ça veut dire reskiller les gens, des projets qui vont prendre du temps, réadapter des sizing à demeure vers des sizing dans le cloud. Et ça, c'est toujours compliqué. Donc là où on est intéressant, je pense, et là où ça peut intéresser les partenaires, c'est que des partenaires aujourd'hui qui veulent faire du Nutanix et qui veulent pouvoir répondre à un marché plus large en termes d'hyperscalers, peuvent faire du Nutanix chez les différents hyperscalers. Alors après, moi, j'ai toujours la blague qui est de dire 3 salles, 3 ambiances pour les hyperscalers, c'est-à-dire qu'une machine virtuelle chez l'hyperscaler A n'a pas les mêmes types d'objets caractéristiques que dans le B et dans le C. Le réseau également est très différent dans le A, le B et le C. Globalement, ça se ressemble, le diable est dans les détails. Et donc, le minimum, le ticket d'entrée pour pouvoir faire justement un monde hybride multi-cloud et donc avoir des partenaires qui sont à l'aise, quels que soient les fournisseurs de cloud, c'est d'avoir une connaissance du réseau de l'hyperscaler. Comment fonctionne le réseau de l'hyperscaler? Mais ça, tous les partenaires ne l'ont pas, en fait. Ils n'ont pas une connaissance précise et pointue. Alors,
tous ne l'ont pas. Généralement, ils vont être soit spécialisés sur un acteur, parce que c'est des players de niche. On a des exemples sur le plateau. Soit on peut avoir un choix sur 2 hyperscalers. 3, c'est assez rare. Il faut vraiment un GSI pour avoir les 3 ou un gros intégrateur. Mais globalement, en fait, par contre, s'ils ont des experts Nutanix, alors il y a le travail d'intégration, il faut connaître le réseau, mais une fois que la plateforme elle est posée, c'est la même partout. Et là, pour le coup, on a une unification. Et quand on parlait tout à l'heure des changements d'une plateforme à une autre, qui sont toujours un petit peu... les gens n'aiment pas le changement globalement, de passer d'une techno à une autre. Et donc là, effectivement, ça simplifie l'approche. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même techno à demeure, chez Azure, chez GCP, chez AWS. Et en fait, on peut les administrer de la même façon. On a un dénominateur commun. Mais le ticket d'entrée, effectivement, c'est d'avoir une connaissance en termes d'intégration. Et l'intégration, c'est le réseau. J'aimerais qu'on parle d'IA également. Comment est-ce que vous positionnez en tant que Nutanix sur ce sujet? Première question. Ouais. Comment est-ce que vous aidez vos partenaires à capter de la valeur sur un sujet aussi complexe sur lequel les entreprises réfléchissent encore aujourd'hui à l'heure où on parle, même si on parle d'agentification ou d'agentisation, peu importe? Alors, sur la partie IA, alors déjà, il faut repositionner ce que c'est que Nutanix. On est un éditeur logiciel qui fournit des solutions d'infrastructure. On n'a pas velléité ni la taille à faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, effectivement, on a des solutions sur la partie intelligence artificielle qui sont des solutions qui vont permettre en fait, à des clients ou à des partenaires d'implémenter en fait, des modèles, et donc de l'inférence de modèles dans leur environnement, que ce soit à demeure, ou chez Azure, ou chez GCP, ou chez AWS. Donc la solution s'appelle Nutanix Enterprise AI. L'idée, c'est bien de contrôler, entre guillemets, l'implémentation d'un modèle, donc le déploiement d'un modèle, son inférence, sa mise à disposition près des applications. Et le tout de contrôler les coûts, parce qu'on n'est plus sur une solution, entre guillemets, SaaS, où au nombre de tokens, le fournisseur va nous faire payer plus ou moins cher. Là, on pose notre solution sur des clusters Kubernetes, donc là, on est agnostique des plateformes là-dessus. Et nos solutions, après, vont aller chercher les modèles sur les endroits où on va les chercher, c'est-à-dire Hugging Face Model Hub, ou alors NVIDIA NGC. Et donc, si on est sur NVIDIA, par exemple, on ira prendre les modèles NIM ou les modèles NEMO qui sont un peu plus personnalisables. Mais on n'est pas, en gros, un fournisseur de solutions IA dans le sens modèle. On est un fournisseur de solutions pour exécuter des modèles et faire l'inférence de ces modèles dans un cadre contrôlé. Donc voilà, on part d'une base de Kubernetes, on importe le modèle, on crée les endpoints pour les applications et on donne les clés aux applications. Voilà, c'est notre job. Ces modèles, ça peut être du Mistral, ça peut être du... Tous les modèles que vous pouvez avoir aujourd'hui sur Hugging Face ou NVIDIA, ou vos propres modèles, si vous les avez créés, vous pouvez les mettre également. Généralement, la plupart des organisations, elles ne créent pas leur modèle. Enfin, je veux dire, pour créer un modèle LLM, il faut des capex énormes, quoi, on va dire. Ça coûte cher. Donc, la plupart des organisations, elles prennent un modèle, elles le tunent un petit peu, et après, du coup, il faut en faire l'inférence. Et c'est là l'inférence où on doit contrôler les coûts. Donc, si on contrôle les coûts sur un cluster donné qu'on maîtrise en tant qu'organisation, et le cluster peut être un cluster à demeure, ça peut être un cluster EKS chez AWS, un GKE chez GCP ou un AKS chez Azure, c'est un cluster Kubernetes sur lequel tourne notre solution. Il nous reste quelques secondes, Stanislas, et j'aimerais vous demander, pour ceux qui nous regardent, qui doivent accompagner des clients, aujourd'hui, ceux qui veulent faire la bascule et qui veulent réussir la bascule de VMware vers Nutanix, par exemple, quelles sont les 3-4 questions qu'ils doivent absolument se poser, en tout cas que vos partenaires, leurs fournisseurs de techno, les ESN avec lesquels ils travaillent, doivent les aider à réfléchir? Dans les questions sur une migration, c'est déjà la timeline. Est-ce qu'il va y avoir des fins de contrat qui vont du coup être entre guillemets structurants dans la durée du projet? Si on dit la fin de contrat est pour la fin de l'année 2025, ça va être compliqué si on a des milliers de machines à changer. Bien sûr. Il y a des limites après. Voilà. Donc il y a la fin des contrats, et donc ça c'est important, c'est ce qu'on appelle nous les compelling events, c'est-à-dire quand va se terminer certains contrats d'accord avec VMware ou certains contrats matériels qui sont liés avec des environnements VMware. Est-ce qu'il y a une stratégie ou pas de cloud public et hybride? Parce que ça c'est une vraie question. Parce qu'il y a des clients qui se posent la question de dire si j'enlève mon VMware, je vais aller vers du cloud public. Oui. Alors là encore, c'est des projets qui sont de longue haleine, faisables, mais de longue haleine. Et puis des fois, c'est pas toujours faisable parce qu'on sait que le monde n'est ni blanc ni noir, il y a des nuances de gris, et qu'il y a toujours des choses qui vont rester à demeure, des choses qui sont dans le cloud public. Et c'est là où c'est peut-être intéressant d'avoir un modèle unifié hybride multi-cloud qui permet du coup d'avoir la même solution.
et donc du coup de ne pas dispatcher ses équipes dans plein de technos différentes avec des skills différentes. Donc ça, c'est les points importants, c'est les compelling events, les timelines des récurrences de contrats, le scope, effectivement. Est-ce qu'il y a de la sensibilité liée à certains environnements ? Est-ce que ça peut aller dans du cloud public ? Est-ce que ça doit rester à demeure ? Est-ce qu'il y a des contraintes de latence ? Est-ce qu'il y a des contraintes liées à des éditeurs qui tournent sur VMware et qui n'auront peut-être pas été qualifiés sur les plateformes Nutanix ? Ça, c'est important parce qu'on peut toujours tomber sur des cas particuliers qui peuvent être bloquants à un moment. Bloquants. Puis après, il y a combien ça coûte. Voilà. Donc là, après, c'est de la négociation commerciale et on fait tout pour effectivement être concurrentiel vis-à-vis de VMware et d'avoir des nouveaux clients. Pour vous dire, sur les derniers résultats qui ont été annoncés pour le troisième quarter FY25, on était à peu près à 28 400 clients dans le monde aujourd'hui. Et l'adoption, en fait, depuis effectivement l'événement et le rachat de Broadcom, mais il y a beaucoup plus d'intérêt et d'attractivité de notre solution qui, au passage, est vraiment le concurrent direct de VMware si on aligne un petit peu les technologies derrière. La différence, effectivement, c'est qu'on est très hybride multi-cloud et que nos solutions dans le cloud public ne sont pas des solutions managées, ne sont pas sous le contrôle d'eux. On a plein d'histoires intéressantes, mais que je ne raconterai pas ici. On aura le temps d'en reparler, j'espère, sur ce plateau. Merci Stanislas, merci à vous et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Alors, nous revoici sur le plateau avec nos invités Tristan Monroe, Thomas Leblanc, Yann Gabriel et William Sadi. Pour cette deuxième table ronde intitulée Les marketplaces des hyperscalers, nouvelles vitrines ou désintermédiation. Alors effectivement, l'objectif va être de comprendre le rôle croissant des marketplaces dans le circuit de distribution IT et les stratégies que les partenaires traditionnels peuvent adapter pour s'y adapter. Alors, la question, comment vous percevez l'évolution des marketplaces des hyperscalers et sont-elles une opportunité ou une menace pour les entreprises du numérique? Voilà, la question est simple. Alors, vous avez, je pense, des approches très différentes selon que vous soyez revendeur ou société de service. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Je veux bien commencer. Donc Salenza, historiquement, nous n'étions pas revendeurs et pourtant, ça reste une opportunité immense pour un cabinet comme le nôtre, puisque la marketplace est un nouveau véhicule pour pouvoir vendre des solutions pour un éditeur de solutions, une start-up. Et ces éditeurs et ces start-up ont besoin d'être accompagnés par des cabinets experts. Alors, originellement, ce que j'expliquais tout à l'heure à Tristan, de ce premier move de la part des éditeurs lorsque le cloud est arrivé pour, j'aime pas ce mot, mais pour sassifier leur modèle. Et ensuite pour pouvoir toucher le plus grand nombre de clients et pour pouvoir utiliser les marketplaces des hyperscalers. Sachant que la marketplace d'hyperscalers, vous touchez tout de suite un nombre incroyable de clients, que Microsoft vous donne la possibilité de pouvoir revendre votre solution à travers un véhicule contractuel qui permet d'être dégrévé sur une consommation cloud globale. Si un client s'engage sur une consommation de 20 millions d'euros, à la fin de l'année, s'il lui reste 2 millions d'euros et qui ne sont pas consommés, il peut passer à travers la marketplace pour acheter les solutions de la marketplace qui correspondent à ses attentes. Donc, moi, j'ai pas été concerné directement par la marketplace parce que je n'ai. Alors oui, je suis co-sell ready, j'ai des offres de services qui sont présentes sur la marketplace. Je n'ai rien revendu, mais par contre, c'est une opportunité majeure pour une société de conseil et de services pour pouvoir accompagner nos clients. Très bien. Yann ? J'ai envie de parler un peu des revendeurs parce qu'effectivement, pour eux, ça change quand même pas mal de choses. C'est toujours pareil, le verre est à moitié plein, à moitié vide. Il y a des menaces et des opportunités. D'un côté, effectivement, il y a une part de business qui peut tout simplement s'évaporer, dans le sens où on est peut-être un peu moins sur le fait de pousser telle et telle marque auprès d'un client avec ou sans des partenaires tiers. Oui, le business s'évapore dans le sens où ce qu'on on revendait sous forme de licence, aujourd'hui, c'est le collègue hyperscaler qui prend le business. Exactement, ouais. Et donc on passe d'un modèle plutôt OPEX à un modèle, d'un modèle CAPEX plutôt à un modèle OPEX dans le cloud, forcément.
Maintenant, ça peut être aussi une véritable opportunité. On le voit, certains revendeurs, ils ont pris, je pense, la bête par le bon côté. C'est ils vont aider en fait les éditeurs à être dans les marketplaces, tout simplement, quoi. Donc ça, c'est une nouvelle dimension dans leur métier. Et je pense que c'est une dimension qui est intéressante dans le sens où ils vont aider les éditeurs à passer les différentes étapes. C'est quand on commence à travailler avec des hyperscalers, j'aime bien l'image, c'est un peu comme si on passait son bac. Il y a différentes étapes à passer jusqu'à l'examen final et la note. Et puis on est pris ou pas, quoi. Donc, il y a certains revendeurs qui ont plutôt bien joué là-dessus en disant ok, très bien, je vais prendre tel éditeur qui n'est pas aujourd'hui spécialement cloud ready et je les mettrai dans le marketplace. Et vous avez des clients comme ça que vous accompagnez? Nous, non. Ça c'est vraiment côté revendeur pur et éditeur. Ça, je le vois. Et vous, quelle est votre expérience avec les marketplaces? Nous, de notre côté, j'ai envie de dire, ça ne me change pas tant que ça la vie. Pour l'instant, voilà. De toute manière, dans un modèle MSP, MSSP, on était plutôt sur de l'OPEX de manière générale, même quand c'était des invests qu'on faisait pour les clients et puis qu'on lissait sur la durée des contrats. Donc pour nous, ça ne change pas forcément la vie. Ce qui c'est peut-être même parfois plus simple parce notamment en France ou en Europe, je pense que les clients sont assez regardants des marques qu'il y a sur leur SI de manière générale, que ce soit dans le cloud public ou pas. Oui. Donc en l'occurrence, pour les clients, retrouver les mêmes marques qu'ils avaient sur les marketplaces, c'est rassurant quelque part. Oui, certainement. Tristan. Alors nous, historiquement, on est avant tout une société de services, donc la revente n'est pas une source de revenus vraiment annexe, donc ça nous impacte pour l'instant modérément. Comme mes confrères, on a construit des offres qu'on a mis en ligne sur les marketplaces, ce qui n'a jamais directement donné lieu à beaucoup de business. Alors vous avez construit des offres. Des offres on précise, des offres packagées de services sur telle ou telle technologie, mais je dirais que ça se vend quand même en face-to-face avant tout, en ligne. On n'a pas trouvé le mode d'emploi, en tout cas, pour les vendre jusqu'à ce jour. Ce qu'on observe aussi, c'est que certains de nos partenaires éditeurs de technologies, d'infrastructures, revendent directement via ces marketplaces, bypassant un peu l'écosystème des sociétés de services. Donc ça, en fait, ça pousse parfois des clients, surtout peut-être des petites structures, alors qui sont en général bien armées technologiquement, à faire elles-mêmes le service. Donc en fait, il y a quand même une vraie désintermédiation du marché. C'est difficile de mesurer ça, parce que c'est assez récent comme phénomène. Nouveau. Mais on peut avoir ce sentiment qu'effectivement, alors qu'avant, une partie du business pouvait arriver par des partenaires, aujourd'hui, c'est acheté en direct, donc par des marques, le client va lui-même mettre en place ses technologies, avec les risques qu'il peut y avoir, et après, quitte à revenir plus tard, vers un intégrateur, vers une société de service. Et William, vous nous entendez? Alors, William ne nous entend pas, donc on prendra son ressenti un peu plus tard. Alors, est-ce que vous recevez, vous avez déjà tiré des revenus ou des leads de ce canal? Alors, je m'adresse peut-être à vous, Thomas. Comme le disait Tristan, en fait, on a été fortement encouragé par notre partenaire à créer des offres co-sell ready, c'est-à-dire à nous adapter à cette marketplace. Et je pense que le vœu premier de notre partenaire, Microsoft, c'était de réussir à vendre ses offres de services sur cette marketplace. Je partage l'avis de Tristan, ça ne nous a jamais généré un chiffre d'affaires assez incroyable. Moi, je suis assez convaincu que... Et vous avez des offres référencées? J'ai des offres référencées. Depuis quand, à peu près? 3 ans, je pense, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Ouais, donc en 3-4 ans. Ça a toujours été dans la programmatique de Microsoft. Exactement. Exactement, ça a été dans la programmatique. Ils nous ont encouragés à packager nos offres d'une certaine... En fait, le vœu pieux, je pense, était d'avoir une capacité de revente de ces services comme les reventes d'offres d'éditeurs. Et comme le dit Tristan, on est quand même beaucoup plus sur de l'intuitive personae, sur l'intégration et le conseil et le service autour de ces technologies. Mais si on creuse là-dessus, qu'est-ce qui manque à la marketplace? Vous dites, bon oui, on n'a pas le client en face. Est-ce que vous imaginez un monde où ça pourrait passer par une marketplace ou... Non. Moi, je l'imagine pas. J'imagine pas parce que, encore une fois, on est vraiment sur de l'intuitive personnel. Il faut démontrer sa valeur.
Après, la construction d'un esprit one team avec le client passe par l'humain. Hein. Donc les hommes s'entendent ou ne s'entendent pas. Quand ils ne s'entendent pas, faut changer les hommes. Ouais. Donc je vois. Pour moi, ça peut pas être. Non, c'est moi. Est-ce qu'à l'inverse, de ne pas y être, ça pourrait vous porter préjudice? Oui, alors vous dites oui, puisque de toute façon, c'est obligatoire. Il faut cocher la case dans le programme, mais au-delà. Non, je vois pas. Comme Tristan, je devrais compter les quelques euros que ça m'a rapporté en passant directement par la marketplace. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux. Ok. Alors on a William en ligne. Donc William, vous nous entendez? Je vous entends. Parfait. Alors, est-ce que vous avez entendu la question? Non. Alors, donc je repose la question. Donc on parle des marketplaces et on se demande, bon voilà, est-ce que c'est une opportunité, une menace? Et par là, on a besoin de comprendre quelle est votre expérience, vous, des marketplaces, et voilà, est-ce que vous y êtes et à quoi ça vous sert? Alors, est-ce qu'on y est? Oui, on y est. L'expérience qu'on en a et le positionnement qu'on analyse, nous, de ça. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que l'arrivée des marketplaces a demandé, en fait, à des revendeurs comme SCC de s'adapter oui. par rapport à ce qu'on connaissait. Vous êtes extrêmement concerné. Hein. Quand on dit que les éditeurs commencent à bypasser les revendeurs en se mettant sur le marketplace, vous êtes, j'imagine, concerné. Alors, on était clairement concernés. Après, là où ça a évolué dans le bon sens, nous concernant, c'est que les hyperscalers ont aussi adapté un peu leur modèle et ont mis en place des programmes de partenariat qui laissent une place en fait à des revendeurs comme SCC et où les clients peuvent. Alors, c'est-à-dire, en fait, on a des programmes dans lesquels on peut avoir un client qui, en passant par SCC, en tant que revendeur agréé, peut consommer aussi bien des services sur son provider préféré et consommer en fait ces engagements de consommation en consommant du software sur la marketplace. Donc tout ça c'est une histoire de programme, donc c'est là qu'il y a une grosse ingénierie de programme pour le coup. C'est pas de l'ingénierie technique mais c'est de la vraie ingénierie commerciale et logistique. Là où ça laisse une... Oui, qu'on comprenne. Oui. Quand en fait votre client passe sur la marketplace, vous êtes rémunéré. C'est ça en fait. Oui, complètement. D'accord. Complètement. Donc après, nous, là où on a dû en fait réfléchir et investir, c'était de quelle place on trouve là-dedans et quelle valeur on apporte à nos clients pour qu'ils ne soient pas tentés tout simplement de le faire en direct en se disant j'ai plus besoin d'un SCC. Oui, si parce je suis factuel, c'est ça. Il faut cocher une case, il faut dire je veux que SCC soit rémunéré, c'est ça? Votre client, il doit être proactif. Il faut que en fait le client il passe par un SCC et qu'il affirme passer par un SCC dans son programme de marketplace. Pour qu'il fasse ça, évidemment, il faut qu'il s'y retrouve. Sinon, il n'y a aucun intérêt pour lui. Ouais. Et là-dedans, il a fallu quelques années quand même pour peaufiner le modèle et que les revendeurs en fait puissent s'y retrouver. Là où aujourd'hui en fait ça a du sens, c'est que pour nous ça devient en fait un vecteur contractuel au même titre que quand on fait par exemple des marchés UGAP ou ce genre de choses. Les clients vont s'y retrouver parce que c'est un intérêt pour eux de simplification administrative, c'est un intérêt pour eux d'optimisation de leurs moyens contractuels qu'ils ont engagés en fait chez tel ou tel provider. Pour autant, ça n'a pas suffi en fait de notre côté, ça n'a pas suffi pour vraiment qu'on se dise ok, on est arrivé au maximum de la valeur qu'on veut apporter. C'est pour ça qu'on a fait un gros investissement pour développer en fait notre propre surcouche de façon à ce que un client qui consomme en direct chez SCC, qui consomme sur une marketplace de un provider ou deux providers ou trois providers, puisse avoir en fait une plateforme centralisée, donc une plateforme B2B centralisée. Et c'est ça qu'SCC met à disposition avec Atrium Software. C'est l'idée de pouvoir, en tant que client, suivre l'intégralité de ses consommations, avoir un suivi de ses contrats et avoir un suivi de là où il se situe dans ses engagements de consommation contractuelle. Parce que c'est quand même tout le défi pour les clients aujourd'hui, c'est d'avoir des conditions tarifaires avantageuses s'ils tiennent les engagements de dépenses chez les providers. Okay. Donc là où un SCC les accompagne, c'est là-dessus. Alors, juste avant de donner la parole à mes confrères, je pense qu'il est important aussi de revenir sur la marketplace. Il faut le voir d'un point de vue end-zone, vraiment, il faut le voir de deux façons. C'est un véhicule contractuel et c'est aussi une capacité de déploiement assez simpliste. Un éditeur de logiciels qui est dans la marketplace peut avoir son véhicule contractuel, mais peut ne pas avoir
quelque chose de véhicule simple, de déploiement. son véhicule de déploiement, exactement. Donc c'est important de le dire, c'est un véhicule contractuel et ça permet d'être présent sur une marketplace et de toucher des clients potentiels dans différents pays. Mais c'est pas forcément un véhicule de déploiement. Ok, c'est clair. Il y a peut-être un complément Oui. pour rebondir, parce que je rejoins complètement ce que dit Thomas, c'est vraiment le point important pour nous, c'est quand on est revendeur intégrateur, ce que les clients vont attendre, c'est en effet pas uniquement le moyen contractuel, mais vraiment de se dire, bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon logiciel, j'ai trouvé le moyen d'en faire l'acquisition, mais comment je le déploie? C'est pour ça qu'ils ont en fait donné la possibilité qu'on crée des bundles, dans lequel l'idée c'est de pouvoir proposer du service additionnel. J'ai entendu, quand j'ai retrouvé la connexion, le fait que ça apporte pas aujourd'hui des milliers et des cents. J'ose espérer que ça va se développer parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous disent faites-moi l'offre d'intégration qui va en même temps. Le tout, c'est qu'on est sur un marché qui est devenu tellement complexe en termes de possibilités d'intégration et de volume de services diversifiés que c'est compliqué de faire des bundles sur tout. Donc ça ne remplacera jamais en fait un vrai accompagnement de consulting, un vrai cabinet de conseil, une vraie société de services. L'idée est de pouvoir en fait pouvoir proposer le bundle le plus pertinent ou en tout cas d'être attractif pour qu'un client se dise ok, j'ai vu le prix d'appel, je peux imaginer budgéter ça pour déployer mon environnement Kubernetes ou déployer mon environnement d'IA par exemple. On précise que votre marketplace c'est l'actualité Atrium. Oui, elle est opérationnelle depuis quoi quelques semaines quelques mois? Alors ça fait, on a démarré la bêta il y a même déjà plusieurs mois, ouais. Avec plusieurs clients qui ont été sélectionnés pour nous accompagner sur les derniers pas. Oui, la marketplace là, elle est, enfin la solution, parce qu'on parle de plateforme B2B nous de notre côté, pas de marketplace. Oui, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle. On continue de la peaufiner puisque c'est là qu'on voit toute la subtilité. Et je rejoins ce que toi disais quand on parlait de simpliste sur la partie marketplace des providers, c'est que tout notre challenge a été de se dire on a des clients qui attendent en fait certains dispositifs appliqués à leur méthode, à leur contexte, à leur logistique et à leur processus. Et du coup, la particularité d'un Atrium Software est de pouvoir cocher des cases et d'être paramétrable pour rentrer justement dans ces dispositifs-là et surtout d'être multi-provider et pas que. C'est une plateforme B2B dans laquelle un client peut suivre ce qu'il va faire côté provider et ce qu'il va faire en traditionnel. Donc c'est toute la valeur que peut proposer un revendeur intégrateur comme ASS pour le coup. Ok, une réaction par rapport à ça, Tristan? Moi simplement, je pense que la vraie question qui se pose vis-à-vis de ces marketplaces, c'est quel va être l'impact sur les grossistes. Donc c'est vraiment le métier de distribution. Dans la supply chain du soft, c'est le premier maillon, c'est le maillon. On leur achète, nous. Tout à fait. Et il me semble qu'ils font exactement la même chose que ce que explique William. Oui, tout à fait. Il y a certains, bien sûr, ont ce type de StreamOne, Ion, par exemple. Voilà. Et en effet, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, Microsoft nous pousse, nous, à revendre via d'autres marketplaces, celles justement de nos grossistes, qui ne sont pas les marketplaces des hyperscalers, forcément. Donc. Et on en revient au point que quand on a un soft complexe, il faut une relation intuitive personnelle, il faut être en contact direct avec le client parce que notre valeur ajoutée, c'est de gérer cette complexité, c'est de l'aplanir pour mettre en œuvre des solutions complexes. Et quitte à notre modèle, effectivement, de chiffre d'affaires et de rémunération sera probablement moins... alors, historiquement, nous, ça n'a jamais été le cas, mais je pense qu'un certain nombre d'intégrateurs voyaient beaucoup de revenus en achat-revente. Les marges, aujourd'hui, sont quand même très faibles et construire un business model là-dessus, c'est très compliqué. Ok. Oui, vous disiez les offres de co-sell déposées sur la marketplace. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous en rapportez pas grand-chose jusqu'à présent. Peut-être que ça évoluera. Oui, faut jamais... Et vous, Yann, vous me disiez que les marketplaces apportent de la visibilité aux éditeurs, mais peu aux intégrateurs. Oui, totalement, exactement. Après, côté ESN et prestataires de services, de manière plus générale, c'est pas nouveau. Avec l'essor, il y a quelques années, typiquement des solutions plutôt PaaS et SaaS, on se posait bien la question, mais qu'est-ce qui reste pour nous? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer encore comme valeur ajoutée aux clients?
c'est pas si simple que ça. Hein, donc, mais bon, après, on ajuste et on appuie là où ça fait mal, entre guillemets, au côté client. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir une architecture assez complexe, potentiellement sur différents cloud providers et autres, on sait que typiquement, la dimension de FinOps, elle devient de plus en plus importante. Alors voilà. Donc, se spécialiser de plus en plus là-dessus, apporter également les garanties en termes de sécurité, travailler, par exemple, sur des problématiques de support. Tout ça, ce sont entre guillemets des nouveaux sujets qui s'ouvrent à partir du moment où on voit bien que notre métier un peu plus historique de maintien en condition opérationnelle et autres, c'est ROD, quoi. Et c'est à peu près la même chose pour les intégrateurs. Hein. Voilà, faut focaliser la valeur ailleurs, quoi. Alors justement, sur cette dimension FinOps, William, vous pouvez peut-être nous donner un petit mot de l'utilité de votre plateforme par rapport à ça? Oui, complètement. Quand on a lancé Atrium Software, on s'est vite rendu compte que les clients, une des principales attentes et premières attentes de nos clients était de dire comment je fais mon suivi consommation et comment j'ai des recommandations sur ça. C'est le challenge classique qu'on connaît tous sur les hyperscalers. La difficulté du marché étant qu'aujourd'hui, en fait, un client n'attend pas en fait un accompagnement FinOps mono hyperscaler. Il va l'attendre sur plusieurs hyperscalers potentiellement et il va l'attendre aussi sur des clouds souverains. Qui composent souvent en fait son SI, surtout si c'est un SI complexe. La difficulté du marché, c'est que rien n'est normé. Rien n'est normé dans le cloud. C'est une bataille qu'on suit depuis plus de 10 ans maintenant. Pas une API commune, pas un accord commun au niveau des providers. Donc c'est un peu la croix et la bannière. Certains qui vont vous mettre à disposition en effet des API documentées, d'autres qui vont vous donner de simples CSV, d'autres faut se connecter sur le portail pour faire du PDF. Et quand on s'appelle SCC ou autre et qu'on répond à des marchés, à des appels d'offres, on est souvent amené en fait à proposer au catalogue jusqu'à 20 providers et qui vont bien au-delà des 3 hyperscalers dont on est en train de parler. Ça peut être des petits acteurs spécialisés souverains, ça peut être des acteurs de niche, mais qui font partie du marché auquel on répond. Le travail qu'on a mené, c'est de développer un module qui s'appelle Atrium FinOps, qui s'intègre à la plateforme B2B Atrium Software et qui a demandé en fait un gros investissement de la part d'SCC, puisque là en fait on devient créateur de solutions pour mettre une valeur ajoutée à disposition de nos clients. Via ce portail-là, les clients peuvent avoir en fait une vue consolidée de leur consommation en temps réel, multi-environnement et multi-provider. Donc pour faire ça, il a fallu développer l'ensemble des connecteurs automatisés de collecte des métriques, avec toutes les particularités des métriques de tous les providers, de le tenir à jour, donc d'avoir un dispositif humain pour le faire, et de pouvoir proposer justement cette expérience-là à nos clients, aussi bien pour du pur reporting et du suivi de consommation, que pour de la recommandation contextualisée à ce qu'ils font. Donc c'est un gros challenge, ça a été un gros investissement, ça rejoint ce qu'on se disait déjà sur la table ronde précédente, qui est que faut pas se mentir, les hyperscalers pour des partenaires comme nous, c'est de l'investissement, souvent, et ça a été un gros investissement humain et un investissement en temps pour pouvoir développer ce type de technologie qui n'existait pas sur le marché, parce que vous prenez n'importe quelle solution FinOps existante sur le marché, ils vont couvrir les hyperscalers, mais que les hyperscalers. Là, le but était de pouvoir remonter quelque chose de beaucoup plus personnalisé, et c'est le point important. Je rajoute un point parce qu'on parlait des grossistes. Pour nous, par exemple, sur la plateforme Atrium Software, et donc son module Atrium FinOps, un TD Synex, un Arrow avec Arosphere, etc., sont des connecteurs providers en fait à proprement parler. Ce qui devient déterminant en fait sur est-ce qu'on passe par un grossiste ou pas par un grossiste. Finalement, c'est très contractuel. C'est notre rôle en fait nous de revendeurs intégrateurs, ça va être de trouver le moyen contractuel et les accords qui sont les plus optimaux pour servir finalement la raison d'être de nos sociétés, qui sont de servir le client. Donc là où ça va être le plus optimal et le moins coûteux et le plus optimisé en termes de prix, on va y aller. Et donc selon les providers, des fois ça passe par des grossistes, des fois c'est hors grossistes, ça dépend de leurs conditions à eux aussi. Mais pour nous, ça devient en fait des providers puisqu'ils nous mettent à disposition des API et c'est ces métriques-là qu'on collecte, plutôt que collecter directement celles du provider. Bon, on s'arrête là. On a un petit peu une fois qu'on aura fini de gérer tous ces problèmes de marketplace, la nouvelle marketplace Copilot Studio sera présente, puisque là, pour le coup, il y a avec un protocole MCP d'échange entre chacun des agents, Microsoft va mettre, je pense, à disposition une marketplace sur Copilot pour qu'on puisse créer nos agents et qu'ils soient référencés sur une marketplace qui nous donnera encore plus de travail et des nouvelles perspectives. Alors Thomas, je vous propose d'en parler dans 10 minutes. Parfait, avec plaisir. On fait une petite pause, on donne la parole à Alexandra Napoleoni, directrice channel de Comvo, qui va être interviewée par Thomas Paquebé tout de suite. Et on se retrouve donc dans 10 minutes. À tout de suite. Merci.
Nous sommes de retour sur le plateau avec Alexandra Napoléoni. Alexandra, bonjour. Bonjour Thomas. Alexandra, vous êtes, je vais dire simplement, directrice de la relation partenaire chez Commvault. Si je francise un peu votre titre, est-ce que c'est exact? C'est tout à fait ça. Bon, ce sera beaucoup plus simple. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler cloud et partenaires, rappelez-nous qui est Commvault. Alors, Commvault, c'est la référence en termes de cyber-résilience aujourd'hui. On accompagne plus de 100 000 clients dans le monde dans leur parcours de cyber-résilience. On est capable de sécuriser leurs données. On est la seule plateforme aujourd'hui à pouvoir combiner plus de 200 workloads, de pouvoir les sécuriser et de les récupérer de façon saine. On en a parlé avec un intervenant précédent. Est-ce que vos partenaires souhaitent, comme vous, aujourd'hui être agnostiques et être en mesure de se positionner dans de l'hybride? Parce que c'est vraiment le sens de l'histoire. C'est absolument indispensable aujourd'hui sur le marché. Et comme vous le dites, effectivement, c'est vraiment dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas se cantonner juste à un environnement strict. On sait que les données, elles sont absolument partout. Et donc, du coup, être en mesure de pouvoir proposer des solutions hybrides aux clients, ça va dans le sens du marché. Et du coup, on a besoin d'expertise. Et chez Commvault, en fait, c'est toute la valeur que l'on va avoir avec nos partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires qui sont experts sur ces sujets-là. Et sur cette partie cyber-résilience, où que soient les données. Justement, sur cette partie cyber-résilience que vous avez mentionnée à plusieurs reprises, on sait qu'aujourd'hui, les services comme le vôtre et les plateformes cloud sont absolument essentiels. Comment est-ce que vous aidez avec vos partenaires, les clients finaux, à préparer cette phase? Alors, il y a un texte légal, le Cyber Resilience Act, dont on parle beaucoup depuis ces dernières années. Comment est-ce que vous les aidez à préparer cette échéance? Même si toutes les boîtes ne sont pas concernées, mais en tout cas, il va inspirer quand même beaucoup d'entreprises en matière de résilience. C'est vraiment un sujet qui est incontournable ces derniers temps. Sur cette dernière année, même, je vous dirais, il y a aujourd'hui une vraie pression sur les clients pour pouvoir respecter cette réglementation, toutes les réglementations, le Cyber Resilience Act, comme vous le disiez, sur la partie DORA, sur la partie NIS 2. Donc effectivement, ça concerne un nombre important de clients et donc du coup aujourd'hui finalement la partie sauvegarde elle est plus suffisante. D'accord? Donc il y a vraiment un parcours de cyber-résilience qu'il faut savoir développer avec des interlocuteurs de confiance. Commvault et ses partenaires aujourd'hui sont ces partenaires de confiance-là. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Et donc du coup, on va pouvoir avancer et pouvoir finalement préparer ce parcours pour pouvoir récupérer une donnée qui sera saine. Donc ça se décompose en plusieurs solutions. La première chose, c'est de pouvoir identifier les données, de savoir exactement où elles sont, qui y a accès. Ça, c'est le parcours. Ça, c'est vraiment le parcours. Et puis ensuite, pour pouvoir ensuite savoir comment on va les sauvegarder. Et puis, une fois qu'on les a sauvegardés, aujourd'hui, les sauvegarder, c'est super, mais il faut savoir les récupérer, bien évidemment. Et donc, les récupérer, c'est bien. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, un cyberattaquant, il va entrer dans le SI du client peut-être, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois avant l'attaque, on sait que du coup, la sauvegarde va sauvegarder des données qui seront corrompues. Donc, comment faire pour récupérer une donnée saine? Ça aussi, c'est important, parce que ça, c'est aussi dans les réglementations, d'être en mesure de pouvoir récupérer des données saines et de pouvoir identifier également quelle est la donnée corrompue et par où l'attaquant est passé, où est la faille, finalement. Et tout ça, en fait, avec Commvault et ses partenaires, on est capable finalement de les accompagner sur tout ce parcours-là, jusqu'à les données qui seront complètement dans un environnement immuable, puisque l'immuabilité, c'est aujourd'hui un mot-clé des réglementations, et puis ensuite, donc, pouvoir les récupérer, pouvoir faire du forensic. Et avec Commvault, on a également la chance aujourd'hui de pouvoir même reconstruire les applications SaaS. Et tout ça, en fait, tout ce parcours-là se fait aussi bien sur site, c'est-à-dire on-prem chez le client, que sur toutes ces données également qu'il aura dans le cloud. Ce parcours, il peut être construit, en tout cas pour vous, et vous préconisez une gestion, un suivi clair de ce parcours, il peut être construit et respecté indépendamment de la plateforme cloud sur laquelle
les partenaires et les clients vont opérer? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut, on sait qu'il faut avoir une continuité. Pour avoir une efficacité, il faut une continuité. Et ça, c'est la force finalement de Commvault, c'est qu'effectivement, on peut récupérer la donnée où qu'elle soit. D'accord ? On peut la sauvegarder où qu'elle soit et on peut la récupérer où qu'elle soit. Et donc, du coup, quel que soit l'hyperscaler sur lequel le client va vouloir sauvegarder sa donnée, ou même si c'est on-prem, mais là on est sur la partie hyperscaler, donc n'importe quel hyperscaler, mais aussi s'il a des clouds qui sont locaux, s'il a des clouds lui privés, en fait il va pouvoir récupérer sa donnée absolument n'importe où et donc pouvoir tout gérer à travers d'une seule et même plateforme. Et ça c'est d'une simplicité d'esprit et d'un confort en fait au moment de la crise qui est quand même indéniable. J'aimerais revenir, et ce sera ma dernière question, Alexandra, sur quelque chose que vous avez mentionné sur votre fine connaissance de la donnée et celle aussi de vos partenaires. On sait qu'aujourd'hui, les hyperscalers ont tendance à concentrer beaucoup de services, parfois y compris des services comme les vôtres. Comment est-ce que vous aidez vos partenaires à ne pas craindre finalement d'être supplantés par des services qui finalement peuvent donner l'impression de faire les mêmes choses que vous, avec peut-être moins de complexité. Donner l'impression, je le précise. Aujourd'hui, les partenaires, en fait, on arrive à convaincre les partenaires parce qu'ils savent que Commvault a l'expérience, en fait, elle a l'expérience justement de ces environnements SaaS, de ces environnements cloud, depuis déjà de nombreuses années. Et on a une expertise, en fait, on ne gomme pas une expertise de 28 ans juste avec une solution d'hyperscaler qui sont super pour faire ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, si vous voulez de l'immuabilité, si vous avez besoin de sécurité, si vous avez besoin de granularité, si vous avez... Tout ça, en fait, les solutions des hyperscalers, et c'est normal, elles ne le font pas parce que c'est pas leur job. Tout simplement, absolument. D'accord. Pour les partenaires qui aujourd'hui n'ont pas encore basculé justement vers cette résilience que vous avez mentionnée encore une fois à plusieurs reprises, comment est-ce que vous leur permettez justement de se mettre peut-être un peu plus au diapason de ce que vivent leurs clients aujourd'hui et ce qui va être leur quotidien dans les prochains mois? Aujourd'hui, en fait, on a quand même peu de partenaires qui ne basculent pas vers cette cyber-résilience. C'est vraiment un sujet qui est incontournable et c'est un sujet qui fait revenir justement tous ces sujets qui étaient historiquement du backup sur le devant de la scène. La cyber-résilience aujourd'hui, c'est en plus des projets qui sont hyper intéressants pour les partenaires parce qu'ils vont pas, on ne va pas juste sauvegarder de la donnée. Vous regardez, il y a 15 ans, en fait, on avait un data center, on sauvegardait la donnée sur notre baie, on avait un problème, on récupérait la donnée, terminée. Ça, c'était facile. Oui. Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça parce qu'il y a des attaques, parce que les données, elles sont absolument partout. Et donc, du coup, ça donne des projets d'ampleur qui font qu'aujourd'hui, les partenaires, ils trouvent vraiment leur place parce qu'ils ont une véritable valeur, finalement, à délivrer ce message de cyber-résilience. Et c'est ça, finalement, c'est comme ça aussi qu'on arrive à convaincre les partenaires à basculer sur cette partie cyber-résilience. C'est qu'aujourd'hui, toute leur valeur, elle est là. Elle est vraiment là. Toute dernière question avant de redonner la parole à Johan. Sur le parcours que vous décriviez plus tôt, il y a effectivement la donnée elle-même qui doit être protégée, comme vous l'avez rappelé, indépendamment de sa qualité, parce que c'est aussi une thématique importante. Est-ce que vous travaillez, ou en tout cas, est-ce que vous donnez des indications sur la qualité de la donnée qui va être protégée et réutilisée le cas échéant? Absolument. En fait, aujourd'hui, quand on va préparer la donnée à la sauvegarde, on est capable de l'identifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre donnée n'a pas été utilisée depuis 5 ans, on le sait, on est capable de l'identifier. D'accord? Si votre donnée elle est critique, on le sait, on est capable de l'identifier. Si votre donnée critique n'est pas protégée, on est capable de l'identifier également. Donc en fait, effectivement, il y a une connaissance en fait élargie de la donnée du client. Et on voit aujourd'hui majoritairement, les clients ne savent pas trop ce qu'ils font de leur donnée, où elle est, ce qu'elle est, comment elle est gérée.
Et donc finalement, pour pouvoir respecter encore une fois ce parcours de cyber-résilience, c'est important d'identifier au départ ce qu'est la donnée, où elle est, qui y a accès, si elle est critique ou si elle ne l'est pas. Merci beaucoup, Alexandra. Merci Thomas. Nous revoici sur le plateau de Channel News pour cette dernière partie de notre matinale Hyperscaler. Alors, la thématique, c'est cloud public, souveraineté, IA, comment les hyperscalers transforment les métiers des prestataires IT. Donc, sur le plateau, pour en parler, eh bien, toujours Thomas, Tristan, Yann, William, que je ne présente plus. Alors, comment les nouvelles offres des hyperscalers, IA, PaaS, Cloud Hybrid, transforment vos métiers et votre proposition de valeur? C'est la question que je vais vous poser. Peut-être on va commencer par William. Est-ce que vous nous avez entendu? Oui. Oui, je vous ai entendu. En effet, l'impact est conséquent. Pour nous, en fait, c'est une transformation un petit peu notamment des métiers du service qu'on avait l'habitude de proposer à nos clients. Puisque l'apogée, on va dire, et la multiplication des services mis à disposition clé en main par les partenaires hyperscalers et par les partenaires cloud en général, ça nous amène en fait à remettre en cause là où on a accompagné nos clients. On va moins accompagner sur la mise en place de purs socles, mais plus en fait accompagner sur les couches hautes, sachant que typiquement dans les sujets que vous avez cités, que ce soit par exemple des éléments autour de l'IA, du machine learning ou même du DevOps, les clients vont plus nous attendre maintenant sur la constitution de solutions répondant à leur cas d'usage, plus que sur la mise en place de socles. Oui. Je pourrais dire la même chose sur du conteneur, par exemple. Pendant longtemps, notre métier, c'était d'être expert en architecture pour déployer du Kubernetes en production. Aujourd'hui, pour un client qui va sur le cloud, ça n'a pas de sens. Il va attendre qu'est-ce que j'en fais de ce Kubernetes, comment je le versionne, comment je l'utilise, comment j'intègre mes applications dessus, comment je vais les refactoriser, les moderniser. Donc nous, on a dû s'adapter. On a anticipé ça il y a déjà 2-3 ans et notre métier aujourd'hui est d'accompagner les clients plutôt sur ces couches hautes. Très bien. Alors, on va revenir sur la manière dont vous avez accompagné les équipes, mais on va faire le tour de table sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, effectivement? Est-ce que le fait de travailler avec les hyperscalers a fait évoluer, malgré vous, peut-être, votre métier? Je peux peut-être compléter, effectivement. Moi, j'ai exactement la même vision, c'est-à-dire que notre métier... Alors, Metanext, historiquement, est issu des métiers de l'infrastructure, de l'architecture des infrastructures. Et très clairement, aujourd'hui, la proposition de valeur se déplace vers l'application, vers la gestion de la donnée, vers l'intelligence artificielle. Donc, nous-mêmes, nous avons rejoint un groupe qui s'appelle S2I, et nous sommes en train de co-construire une offre avec ce groupe qui s'appelle S2I Solutions, dont l'objet est justement d'accompagner à la nécessaire modernisation applicative, à la mise en place de solutions IA et de type gestion de la donnée dans du cloud public. C'est une évolution naturelle de nos métiers. Donc exactement conforme à ce qu'expliquait tout à l'heure William. Donc, ce qu'on observe, c'est très souvent des clients qui commencent dans le cloud par du lift and shift, c'est-à-dire qu'ils prennent leur workload traditionnel, ils les mettent dans du cloud, un peu comme si c'était des nouveaux serveurs, mais c'est pas comme ça qu'on utilise intelligemment le cloud. Il faut transformer les applications pour utiliser la substantifique moelle du cloud, et c'est la next step de l'évolution naturelle des applications dans le cloud. Thomas, votre métier a-t-il changé? Comme je vous le disais tout à l'heure, Selensa a fait le choix, lorsque le cloud de Microsoft est apparu en France, de se positionner sur les briques PaaS. Ce sont les briques d'Azure qui servent une entreprise à se transformer sa ligne produit, transformer son parcours utilisateur, transformer son organisation. Il y a plus de 10 ans, nos interlocuteurs, ils appartenaient quasiment tous à une équipe dans l'entreprise qui s'appelait la DSI. Aujourd'hui, je pense que c'est 15-20% de nos interlocuteurs. On a énormément d'interlocuteurs qui sont des interlocuteurs métiers. On a tous vu apparaître chez nos clients des nouvelles équipes, les Digital Factory par exemple. Et donc il a fallu s'adapter. Donc on s'est adapté avec un discours qui est plus orienté métier, comprendre davantage le métier de nos clients,
leur roadmap, la transformation de leur métier, la transformation de leurs équipes. Et ça nous a permis de nous adapter et d'être au plus près de l'application, de la data et de l'intelligence artificielle. Et oui, du coup, ça transforme beaucoup nos métiers. Selensa fait de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Avec la prise de participation de Microsoft dans OpenAI, il y a eu un boom sur l'IA générative dans l'écosystème Microsoft. Et les actionnaires de Selensa ont fait le choix de créer un produit logiciel. Donc, nous sommes devenus également éditeurs de logiciels à travers une société qui s'appelle Auria Software et qui distribue un produit qui s'appelle Jask, qui est une plateforme justement qui va permettre à nos clients de se servir au mieux de l'IA générative pour répondre à leurs problématiques de use case, enfin à tous leurs use cases. Donc oui, ça transforme considérablement nos métiers et nos organisations et la façon dont on adresse le marché aujourd'hui. Yann. Bah écoutez, oui, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. De toute manière, on est dans une recherche constante de là où on peut vraiment apporter de la valeur à nos clients, donc le public notamment. Après, sur la globalité de nos métiers historiques, j'ai envie de dire, ça n'a pas forcément tout changé ou chamboulé du jour au lendemain. On a toujours continué à investir dans nos propres infrastructures d'hébergement. On a toujours eu une cible de clients aussi, on en parlait des sujets souveraineté, toujours eu une cible de clients aussi, du moins en partie, qui était très attachée à la territorialité des données, pour des raisons légales ou des raisons spirituelles, peu importe. Donc oui, forcément. Et c'est peut-être plus simple d'en parler maintenant, alors qu'on a des bonnes pistes et des bons success stories sur de la valeur ajoutée dans le cloud public. Il y a quelques années, c'était plus compliqué. Ouais. On se posait la question, mais qu'est-ce qu'on va faire demain? Si tous nos clients sont full cloud demain, full cloud public, qu'est-ce qu'on va faire? Au final, il y a quand même à chaque fois des problématiques qui se présentent aux clients qu'il faut adresser. Alors la souveraineté, justement, comment le fait de travailler avec des hyperscalers qui sont états-uniens vous permet aujourd'hui d'adresser ce besoin de souveraineté. Vous le ressentez? Est-ce qu'il est exprimé par vos clients, Tristan? Il est exprimé de manière très certaine depuis notamment les événements géopolitiques et les positions de Donald Trump en début d'année. Bien sûr que beaucoup de gens se demandent comment évoluer vers des solutions qui sont moins exposées aux desiderata de la NSA et des injonctions politiques qu'il peut y avoir à très haut niveau. Maintenant, y répondre, c'est pas simple parce que, il y a bien sûr aujourd'hui, il y a deux offres qui sont bien connues, Sens et Bleu, qui sont des joint ventures entre sociétés françaises et plateformes de technologie américaines, donc à capitaux français, avec des technologies qui arrivent à maturité, mais pas encore tout à fait. Donc les produits sortent aujourd'hui, que ce soit Sens ou Bleu, arrivent sur le marché. Ça va vraiment, les premiers déploiements vont vraiment prendre corps en 2026. Mais je dirais que ce sujet est quand même assez compliqué. Ces plateformes ne sont pas SecNumCloud non plus, donc on ne résout pas tous les problèmes. C'est un problème très complexe à résoudre, cette notion de souveraineté. Donc vous citez spontanément des sociétés françaises, mais qui sont avec des technologies états-uniennes, et pas des acteurs français, je remarque. Pas OVH, par exemple. Alors, OVH, bien sûr, est un acteur français aujourd'hui, à capitaux français, capitaux privés. Donc, on parlait de l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, tout à l'heure, on parlait du rachat des data centers de SFR par un acteur américain. Voilà, la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la nationalité d'une société? Compliqué à définir. En tout cas, c'est probablement la majorité du capital. On sait aujourd'hui que dans l'industrie de la tech, ça peut basculer très vite. Ça peut basculer très vite. Un mot sur ce sujet, William? En effet, comme l'a dit Tristan, on est dans un contexte géopolitique qui est favorable à ce type de questionnement chez nos clients de plus en plus. Nous, ce qu'on constate et qui nous a hors surpris, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui nous a interpellés, c'est que c'est un sujet et une problématique qui concerne aussi les ETI et les local gov, pas uniquement les très grands comptes. L'élément essentiel, c'est de réussir en fait à comprendre le client
en quoi la souveraineté en fait l'intéresse. Il y a plusieurs niveaux de souveraineté. D'ailleurs, certains disent que le mot est galvaudé et qu'on doit parler de cloud de confiance, mais que le mot souveraineté n'existe pas et qu'il n'y a qu'un État qui est souverain, pas une société. Mais c'est de la terminologie. Pour autant, on se retrouve en fait avec des clients qui parfois sont dans des contextes où ils ont besoin vraiment d'avoir du Secnum Cloud, en effet, parce que c'est des OIV, parce que c'est des organismes qui sont exposés à du réglementaire, et d'autres en fait qui sont simplement dans une démarche à se dire non, mais moi je ne veux pas que mes données fuitent. Et il y a une volonté en fait d'éviter ce type de menaces juridiques et de fuite de données aux États-Unis. Dans ce contexte-là, nous, comment on adresse ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Comme l'a dit Tristan, il y a des players qui sont en train d'apparaître, qui proposent en fait le catalogue étoffé des hyperscalers, en l'occurrence Sens et Bleu. On a également à notre portfolio des vrais partenariats avec du OVH, du Outscale, du Scaleway par exemple. Nous, quand on aborde ce client-là, on a de plus en plus de contextes clients qui sont dans un chemin qu'on appelle le one-to-many, c'est-à-dire au lieu de mettre tous leurs œufs dans le même panier en choisissant un provider, ils vont se dire faisons l'identification des workloads et essayons d'imaginer est-ce que je mets tout chez le même cloud provider ou pas chez le même cloud provider. Le challenge étant, est-ce que ça multiplie pas la complexité pour le client? Est-ce que ça multiplie pas en fait les facturations, le management contractuel, etc. Et là où on met du coup en exergue la valeur ajoutée d'un intégrateur, c'est d'accompagner le client sur le fait de ne pas prendre des services lock-in chez les providers et d'avoir la possibilité d'assurer de la réversibilité, de la portabilité de leur workload. Et là, pour le coup, nos partenaires éditeurs ont un mot à dire. C'est tous les partenaires qui vont proposer des frameworks conteneurs, par exemple, qui sont portatifs d'un environnement A vers un environnement B. Ça permet en fait à un client d'être relativement libre sur le mouvement provider qu'il a envie de faire. Donc la souveraineté est un vaste sujet qui est d'actualité, qui en toute transparence a encore un peu de mal à se concrétiser. Pour autant, on commence à avoir quelques clients, mais qui sont plus en fait dans du public et du réglementaire, qui commencent à faire un chemin qu'on n'avait pas forcément entendu sur le marché encore, qui n'est pas un move to cloud, mais qui est un move from hyperscaler to cloud, souverain. On commence à avoir ce genre de contexte. Ok. Alors, on est curieux de connaître, Thomas, votre position sur le sujet. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est aux clients de se faire une idée et aux partenaires de se faire une idée. Moi, personnellement, j'ai constaté avec joie que Microsoft n'était pas représenté à la soirée d'investiture de Donald Trump, contrairement à ses deux concurrents. J'ai vu que Microsoft n'avait pas remis par terre sa politique de diversité et d'inclusion sur la demande de Donald Trump, comme l'a pu le faire certains concurrents de Microsoft. Et donc, je constate qu'on est quand même, on a un cloud provider, un hyperscaler qui est quand même en marge par rapport aux décisions du gouvernement américain. Par ailleurs, Brad Smith, qui est le numéro 2 de Microsoft, est venu lors d'une conférence expliquer en Europe quelles étaient les mesures prises par Microsoft s'il y avait du jour au lendemain malheureusement des lois qui les contraignaient à prendre des décisions pour lesquelles ils n'étaient pas très en phase, comme le partage de la data. Et ils se sont considérablement organisés pour pouvoir justement avoir des relais avec des MSP en Europe, avec des gens qui ont des data centers. Il y a plein de contrats qui sont un petit peu, je pense, confidentiels pour réussir à récupérer la data si jamais il y avait un problème. La deuxième chose, c'est que nous aussi, nous avons fait un partenariat avec Bleu. Alors Bleu, ce sont des capitaux français. Le sous-jacent est en effet un sous-jacent informatique qui a été développé par Microsoft. Mais aujourd'hui, il est quand même très très difficile de trouver une application qui n'a pas utilisé une technologie américaine dans son développement et autres. Certes, il y a le cloud. Après, on sait aujourd'hui que les attaques se font non seulement sur les data centers, mais elles se font... Il y a des problèmes dans le code, il y a des problèmes dans les bases de données, il y a des problèmes un petit peu partout. Donc je pense que le problème, il est beaucoup plus majeur de savoir où est la data, où je stocke mes informations et autres. Il est, voilà, est-ce que... Qu'est-ce que j'apporte comme sécurité? Qu'est-ce que j'apporte comme backup si jamais nous rencontrons un problème? Et voilà. Après, oui, on a des clients aujourd'hui qui nous demandent
de pouvoir les accompagner sur des clouds souverains. Et quelle est la définition du mot cloud? Ça, c'est important. Moi, je travaille avec des entités et des organismes qui sont en train de développer des solutions de stockage et de compute dans des data centers franco-français. Voilà. Ok, bon ben voilà, chacun a donné sa position. Oui, Tristan. Moi, je rajouterais quand même que la solution quand même ultime, hein, si on veut, je pense que la plupart des entreprises ont une partie finalement assez faible de données qui sont vraiment très sensibles, et on peut très bien construire, alors je vais plutôt parler des grandes sociétés, hein, mais du cloud public pour héberger 80% de ses applications et de ses données, et tout ce qui est très sensible et qui nécessite une vraie protection des secrets de fabrication, on le met dans un cloud privé. Et il y a des très bonnes technologies qui permettent d'avoir une approche très proche du cloud public. Alors, on n'est évidemment pas au même niveau des couches passes, mais on commence à avoir des services d'infrastructure très souples et évolués. Et donc, c'est l'approche ultime. Vous pensez à quelle technologie? Ouais, on va citer les noms encore de 2 Américains, VMware, Nutanix par exemple. Oui. Après, on peut aller dans l'open source avec les solutions autour de Kubernetes, d'OpenStack, évidemment, également. Ok. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, moi je suis totalement d'accord avec Tristan. C'est pas forcément pour moi tant que ça une question d'opposition, c'est-à-dire hyperscaler versus les pseudo-clouders franco-français ou européens. Voilà. Je pense que justement ce qui est important, c'est pour le client d'avoir le choix et de pouvoir à la fois bénéficier d'une capacité de transformation et d'innovation chez les hyperscalers qui ne trouvera très clairement pas chez les acteurs aujourd'hui du moins français du cloud de confiance, comme on dit. N'ayons pas peur des mots, donc de confiance vraiment avec la qualification Second Cloud, hein, et en même temps de mettre ces données les plus sensibles dans un environnement voilà, peut-être un peu plus classique, un peu moins sexy techniquement parlant, mais d'un autre voilà. Oui, c'est lié aux obligations de territorialité. C'est votre fonds de commerce, hein, vous. Nous, on joue sur les deux tableaux. De toute façon, on n'a pas peur de le dire. Hein. Je ne suis pas là pour dire aux clients non, faut surtout pas aller chez les Américains ou il faut tout mettre chez les Européens. Il faut jouer sur les deux tableaux, hein, à partir du moment où c'est possible. Effectivement, il y a des acteurs où c'est moins possible. Et mine de rien, il y a cette dimension de commande publique qui va être importante aussi, parce qu'aujourd'hui, des acteurs comme OVH Cloud, on en parlait, ils bénéficient comme beaucoup du vent, entre guillemets, donné par favorable par la commande publique. Et moi, je rajouterais aussi quelque chose. Aujourd'hui, certains de nos clients et certains grands acteurs français font front face au cloud pour des questions réglementaires et des questions de sécurité. Souvent, ces entités, lorsque la direction informatique est mandatée pour faire des relevés de DNS et pour regarder ce que les salariés font quand ils sont en télétravail, ils sont sur des solutions d'IA génératives, des solutions SaaS, dans lesquelles ils déversent de la data. Voilà. On peut se protéger, mais est-ce qu'aujourd'hui, des solutions cyber sont adaptées et peuvent être scalables si ces solutions cyber ne sont pas cloud? Oui, d'où l'intérêt, l'enjeu pour les providers de maîtriser aussi ces aspects données et IA, quoi. Oui. D'ailleurs, puisqu'on parle de la transformation de nos métiers, la dimension sécurité est aussi un nouveau domaine très important dans le cloud en particulier, avec l'émergence d'acteurs spécialisés dans les solutions dites CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. Là encore, il y a, on va dire, 5 acteurs principaux. On va avoir Wiz qui a fait parler d'eux, puisqu'ils ont été rachetés par Google il n'y a pas longtemps. Il y a Palo Alto, Microsoft, bien sûr, a des solutions. Sysdig, SentinelOne, pour ne citer que les principaux, Aquasec. Bon, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés sur ce nouveau marché de la protection du cloud. Donc c'est aussi un domaine sur lequel nous on est investi, puisque c'est, il faut bien sûr la cybersécurité, on connaît l'enjeu, et la sécurité du cloud, c'est aussi notre domaine d'action qui se rajoute sur un nouveau domaine. Et je pense qu'il y a aussi un amalgame qui est fait sur la sécurité d'un côté et la confidentialité de l'autre. On a des acteurs aujourd'hui, le SaaS peut poser un problème. Laisser ces salariés en télétravail utiliser des briques SaaS sans avoir un réel contrôle peut avoir un problème. Lorsqu'on décide de travailler avec une plateforme d'entreprise et qu'on décide de déverser des datas qui peuvent être confidentielles, nous aujourd'hui on fait le constat que beaucoup d'acteurs souhaitent que des éditeurs aient des solutions
passent des solutions qui sont installées sur des tenants qu'ils savent gérer pour justement limiter cette problématique de confidentialité de la donnée. William, le mot de la fin peut-être ? Le mot de la fin, c'est, je pense qu'en fait, faut pas oublier qu'on va être quand même très dépendant en fait du législatif là-dessus. C'est en fait, on n'est pas devin, donc on peut pas imaginer réellement ce que ça va donner en fait le contexte un peu tendu politique actuel. On ne sait pas exactement comment les Européens vont réagir au niveau loi et au niveau réglementaire. Ce qui est sûr, c'est que le réglementaire, on est les spécialistes de ça en Europe, et c'est ça qui va en fait à un moment faire que les clients vont exiger en fait une solution ou une autre. Pour autant, alors, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait on a souvent un peu de confusion côté client sur un peu une cristallisation autour de ces sujets-là due à l'actualité, etc. Mais qui continue d'utiliser par exemple du SaaS sans se demander exactement où c'est hébergé, ou qui va continuer d'utiliser son Drive qui est fourni avec sa suite bureautique sans se poser trop la question. Maintenant, je pense qu'il y a aussi en tout cas nous c'est le discours qu'on prêche auprès de nos clients qui s'interrogent sur ces sujets-là. Il y a le syndrome du porte-avions pour pêcher la carpe. C'est-à-dire qu'en fait, nombre de clients vont commencer à regarder au niveau des hyperscalers en se disant j'ai un catalogue qui est extrêmement étoffé, je rencontre pas la même chose tout à fait en fait chez les clouds français. Mais finalement, quand on regarde les workloads et les cas d'usage qu'ils vont exécuter, ils sont rarement en fait dans le besoin d'avoir un catalogue aussi étoffé. Donc la vérité sûrement au milieu, c'est du cas par cas. Et finalement, notre rôle, c'est d'être le plus lucide possible et surtout de se prémunir en fait de donner des projections géopolitiques à nos clients parce qu'en fait, on n'en sait pas plus qu'eux. Ok, bon, ça va être effectivement le mot de la fin. On n'a malheureusement pas abordé tous les sujets qu'on aurait pu, mais le temps imparti est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie d'avoir participé à ce plateau pour la qualité de vos interventions. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois, au début du mois de septembre, pour notre prochaine matinale. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.